Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tintin. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Nous sommes samedi matin, il est 10 h. J'ai terminé un livre, je suis apprêté, je suis douché, je sens bon, jusque sous les aisselles. J'ai mis ma combinaison de Top Gun et je m'en vais filmer une vidéo, ce qui augure une très bonne journée. J'ai passé une semaine de brin au travail et du coup je suis très content d'être en week-end et d'avoir pu lire. Je suis à jour ou presque dans mes lectures avec ces 4 dernières lectures. J'aurais parlé de tous les livres que j'ai lus dernièrement, excepté les livres du cabinet de lecture et les livres pour lesquels je suis en train de faire un vlog. Donc il y aura 2 livres en numérique et 2 livres en papier, parce que, oui c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, je crois pas que je l'ai dit en vidéo, je me suis acheté une nouvelle liseuse, j'ai acheté la Kobo Libra, je crois que c'est comme ça, je suis même pas sûr. Cette liseuse-ci, qui est donc de la Fnac, et en fait je l'ai prise parce qu'il y a les 2 boutons. Moi j'avais une Kobo qui avait au moins 5 ou 6 ans je pense, elle fonctionne toujours, je vais la donner à ma belle-sœur, c'est juste que le tactile est un peu lent à réagir, et c'est vrai que moi qui lis beaucoup et assez vite, et ben en fait les boutons qu'on peut voir ici sont vachement pratiques pour tourner les pages, parce que des fois le tactile c'est un peu chiant, ou ça tourne la page sans qu'on ne le veuille que ça tourne la page. Pour ma belle-sœur qui est une plus petite liseuse que moi, je pense que ça sera très largement suffisant. En plus moi là j'ai pris le format du dessus, je me suis permis, étant donné que la mienne j'avais la Kobo Aura, je crois, qui est un peu plus petite. Celle-là est vachement bien. Je me suis acheté la cover toute simple là, hein. Je sais pas si c'est la marque Kobo, non je pense pas, mais c'est juste qu'il y a le clapet qui verrouille la liseuse quand on le referme. Et je l'ai agrémenté de mes 2 petits stickers que je m'étais commandé sur la princesse au petit pois. Donc ce petit, je sais pas c'est quoi, un macchiato, non un mocha. Et de l'autre côté, une brique de jus d'orange, parce que, en plus du coca, je suis un grand buveur de jus d'orange et j'adore le jus d'orange. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder comme d'habitude de la moins bonne à la meilleure lecture. Et puis bah let's go. Je pense que la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude parce que c'est des livres qui sont assez courts. Il y en a 2 que j'ai lus dans le cadre de Petit Mois Petite Lecture, donc en février, donc c'est des livres de moins de 200 pages. Un autre qui est aussi assez court. Et il y en a 2 que j'ai lus déjà il y a un bout de temps, donc je vais faire appel à ma mémoire, ce qui va être compliqué, pour essayer de me remémorer ce que j'en ai vraiment bien pensé. Mais vu que c'est des livres qui m'ont pas tant marqué que ça, c'est vrai que le fait qu'ils soient courts, que je les ai lus il y a 15 jours et qu'en plus ils ne m'aient pas trop marqué, si ce n'est plus qu'il y a 15 jours même, ça va être compliqué. En tout premier, j'ai lu Indice de Zadie Smith, publié chez Folio. C'est un recueil de 6 courts essais. Donc le recueil fait 120 pages, donc c'est des essais d'environ 20 pages. C'est ça, Floris, tu sais compter. 6 x 20, 2 x 6, 12. Oui, tout à fait. Ces essais ont été écrits, je crois, certains juste avant le confinement, d'autres pendant le confinement et d'autres un peu après le confinement. Ça parle de la pandémie, de notre rapport au temps, et c'était ma première lecture de Zadie Smith. Malheureusement, c'était ma première lecture de l'autrice que je ne connaissais pas du tout, et je pense que ça n'a pas aidé. Ce sont des essais qui sont presque des extraits de journaux intimes, parce que c'est vraiment ce qu'elle a écrit pendant le confinement sur comment elle le vivait, sur son rapport, je vous l'ai dit, au temps qui passe, au temps suspendu, cette période un peu entre deux. J'y allais vraiment la fleur au fusil parce que c'est un sujet qui me plaît actuellement, le confinement de mars 2020. Et j'étais un peu déçu, déçu dans le sens où je m'attendais pas à ce que ce soit ça. C'est très bien écrit, c'est peut-être un peu trop écrit pour moi. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout l'autrice, comme je vous le dis. J'avais très peu d'antécédents, d'informations sur sa vie, et je pense que vu que ce sont comme des extraits de journaux, il est très important de savoir qui elle est, comment elle a grandi, où est-ce qu'elle a grandi. Zadie Smith, c'est la fille d'un homme anglais et d'une femme jamaïcaine. Elle a grandi quand même dans un milieu qui était assez multiculturel. Ce multiculturalisme, ce vivre ensemble, en fait, est beaucoup abordé dans un des essais parce qu'il est fait référence notamment de la mort, l'assassinat, devrais-je dire, de George Floyd aux États-Unis. Les essais ont été écrits, je crois, à New York aussi, parce qu'en fait, elle est anglaise, mais elle vit beaucoup sur New York. Elle donne des cours dans une université new-yorkaise, il me semble. Donc voilà, on est vraiment dans cette mouvance très multiculturelle entre l'Angleterre, les États-Unis, la Jamaïque et les personnes racisées en général. Et c'est assez prenant, assez ardu parfois. Elle a quand même beaucoup de connaissances, Zadie Smith, je pense. Elle a dû étudier la littérature, à mon avis. On va regarder, j'ai sa page Wikipédia sous les yeux. Elle étudie la littérature anglaise à Cambridge, et maintenant elle enseigne l'écriture à New York. Voilà, c'est donc ça. Donc elle a quand même
une bonne connaissance de la littérature et c'est vrai que ça se ressent dans sa façon d'écrire. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus facile, d'un peu plus accessible et léger en lisant ces essais et c'est pas ce que j'ai eu. J'étais peut-être également pas entièrement concentré au moment de la lecture, je me rappelle très bien. J'ai lu d'une traite un soir avant d'aller me coucher et je lis très peu le soir parce que je suis fatigué en règle générale. C'est peut-être ça aussi qui a pêché avec cette lecture. C'était pas désagréable, je vous dis, parce qu'il y avait vraiment des idées et des réflexions très intéressantes sur ce temps, sur le temps avec un grand T, comment occuper nos vies et comment s'adapter, repenser nos vies au moment où on a dû s'arrêter, on a dû être forcé d'être de lâcher prise et de ne plus avoir le contrôle sur notre vie, sur notre journée, sur notre travail. C'est vraiment un ou deux essais qui m'ont beaucoup plu. Et après, il y en a peut-être un ou deux dont j'ai plus aucun souvenir. Là, en voyant les titres, je ne sais même plus de quoi ils parlent. Et donc voilà, c'était en demi-teinte et je pense qu'il faut mieux avoir lu d'autres romans de Zadie Smith avant de avant de découvrir celui-ci parce que c'est quand même un ouvrage qui est assez personnel malgré les réflexions qui sont un peu plus universelles. À mon avis, il faut quand même un juste milieu et en connaître un peu sur l'autrice et un peu sur sa façon d'écrire et sur ce qu'elle écrit. Ensuite, j'ai lu Les Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar dans la collection L'Imaginaire Gallimard. Déjà, je connais pas du tout cette collection. Et je la trouve très belle, le bouquin est très beau en cartonné, la couverture est aussi assez jolie avec les titres des nouvelles, cette petite illustration. Je ne sais pas de quand date mon édition, mais je crois que ça vient d'être réédité. Ce sont 10 nouvelles, je sais plus, je vais peut-être les compter, je crois que c'est 10, hein, mais... Ce sont 10 nouvelles qui ont été écrites par Marguerite Yourcenar en 1938, mais éditées pour la première fois en 1960 et rééditées, depuis 1960, continuellement réédité. Je l'ai lu parce que je n'avais jamais lu Marguerite Yourcenar, j'avais envie de découvrir, et j'avais pas vraiment envie de me plonger dans les mémoires d'Adrien, qui était une belle pavasse. Du coup, j'ai trouvé ce petit recueil de nouvelles, et je me suis dit, pourquoi pas. J'avais envie d'ailleurs, j'avais envie de voyage, et j'avoue que j'ai été servi. J'ai été servi parce que pour ces 10 nouvelles, Marguerite Yourcenar s'inspire réellement de fables, de contes, c'est plutôt même des contes, j'ai envie de dire, que des nouvelles, l'éditeur et l'autrice a appelé ça Nouvelle Orientale, on appelle ça des nouvelles, mais ce sont plutôt des fables, je vous dis, ou des contes imaginaires qui viennent d'Orient, donc qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, qui viennent de Grèce, sont vraiment ancrés dans l'Orient. J'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été un immense coup de cœur ou quoi que ce soit, c'était une lecture très agréable, les nouvelles se lisent très très bien. Ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui m'a plu dans cette lecture de Marguerite Yourcenar, c'est l'attachement au fond autant qu'à la forme. Dans chaque nouvelle, la prose est magnifique, la prose est presque poétique, tellement les images sont folles, les sens sont mis à rude épreuve, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire, ça sonne, ça goûte, ça se voit, ça se sent. Vraiment, c'est un festival dans toutes ces nouvelles de sens parce que, je vous dis, la prose, la façon d'écrire, le style de Marguerite Yourcenar est magnifique, j'ai vraiment beaucoup aimé, sans pour autant être barbant. C'est ce qui me faisait peur quand par exemple j'avais voulu aborder la lecture de Mémoire d'Adrien. Je m'étais dit, oula, ça risque d'être lourd, d'être un peu costaud et que j'arrive pas à m'en sortir. Au final, alors je sais pas si c'est parce que c'est le format nouvelle, que si c'est un moment dans sa vie d'autrice qui fait que ce n'est pas forcément la même façon d'écrire que dans d'autres bouquins, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très facile à lire, j'ai pas rebuté sur les mots, j'ai pas rebuté sur les tournures de phrases ou quoi que ce soit, et c'était super agréable. C'est vraiment une plongée en Orient dans ces contes que je ne connaissais pas. Vraiment, dans les 10 nouvelles, je ne connaissais aucun conte, c'était une découverte à 100%. Et quand je dis elle s'attache autant au fond qu'à la forme, c'est que même sous ces apparences de fables peut-être un peu innocentes, il y a toujours une morale, pas vraiment scolaire, je vous dis, c'est pas vraiment scolaire comme ça pourrait l'être dans les fables de La Fontaine où tu lis ta fable et tu as la morale même qui est inscrite à la fin et où on a vraiment cette impression de voilà, j'ai écrit l'histoire pour cette morale. Là, on n'a pas l'impression que le texte sert la morale. En fait, c'est une invitation au voyage et c'est une fois qu'on a terminé le conte ou la nouvelle qu'on se dit « Ah mais oui, en fait, elle parlait de ça ». Et des fois, jusqu'à la fin, on voit pas trop où elle veut en venir et c'est au détour d'une petite phrase bien tournée, bien écrite, avec poésie et grâce qu'on se rend compte de ce qu'elle voulait aborder à travers, par exemple, un peintre chinois qui arrive à se perdre dans ses tableaux, un peu à la façon du portrait de Dorian Gray. Voilà, c'est vraiment des morales qui servent autant le texte que le texte sert la morale, avec en plus un emballage cadeau qui est cette plume magnifique. C'était une bonne lecture, mais je sais pas pourquoi, j'en garde pas grand chose. Là, je vous dis, j'ai ces deux nouvelles qui me reviennent en tête, mais finalement, maintenant que j'ai terminé, je suis pas sûr d'avoir envie de
de relire autre chose de Marguerite Yourcenar. Enfin, pour l'instant, ça m'a suffi. C'est comme un sentiment de satisfaction. Bah voilà, j'ai lu Marguerite Yourcenar, j'ai beaucoup aimé ce recueil, mais au final, je suis pas sûr d'en vouloir plus. Donc bon, à voir. Peut-être qu'un de ses titres, j'ai pas regardé toute sa bibliographie, qui est sûrement... Il y a Alexis ou le traité du vain combat, le coup de grâce, qui a l'air pas mal aussi, qui pourrait peut-être plus me plaire que les mémoires d'Adrien par ailleurs. Là, c'était quand même une très bonne lecture. Alors, et je pense que ça peut plaire autant aux personnes qui apprécient la littérature blanche, comme on l'appelle, enfin cette littérature assez classique, française, que les lecteurs de l'imaginaire, les lecteurs de fantasy, de fantastique, parce qu'on est un peu à cheval entre ces deux univers. L'un ne tire pas la bourre à l'autre. Franchement, le côté fantastique de ces nouvelles orientales et invitations au voyage est très très bien mené et peut plaire à un grand nombre. Je suis désolé parce que j'ai vraiment trop de mal à parler ce matin. J'étais pas sûr à 100% qu'il fallait que je tourne cette vidéo, j'aurais peut-être dû m'abstenir. Ensuite, j'ai lu Le Vaisseau Magique, le tome 1 des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Je ne sais plus le titre parce qu'il est dans une intégrale et donc j'avais rarement vu en version solo, et en plus je l'ai lu sur liseuse. Donc je crois que c'est le Vaisseau Magique, en tout cas c'est écrit ici, 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 voilà. Le Vaisseau Magique, c'est donc le premier tome de la saga Les Aventuriers de la Mer, qui est une saga qui se déroule dans le même univers que l'Assassin Royal. L'Assassin Royal n'est plus à présenter, je pense, avec Fitz, qui est un bâtard à la cour du roi et qui se voit embauché par son père, donc le roi, comme assassin pour le protéger. Il y a au total, je ne sais plus combien de tomes de l'Assassin Royal, j'ai lu les 6 premiers, qui constituent les 2 premières intégrales publiées chez J'ai lu, il me semble. J'avais beaucoup aimé, je les ai lus presque d'affilée, ces 6 premiers tomes, chose qui ne m'arrive que très rarement, très très rarement, c'est rare que j'enchaîne les tomes. J'avais commencé à lire la 3e intégrale, puis que j'ai en ma possession, donc le tome 7, 8, 9 de l'Assassin Royal. Puis au final, j'avais pas forcément réussi à rentrer dedans, c'était sûrement le moment, j'avais commencé l'année dernière, le moment qui n'y était pas propice. Et puis quand j'ai acheté ma liseuse, j'avais envie de me faire plaisir, du coup j'ai acheté quelques e-books et je me suis acheté l'intégrale 3, donc non, l'intégrale 1 des Aventuriers de la Mer, les 3 premiers tomes des Aventuriers de la Mer. Et en fait ça tombe bien parce qu'en plus cette saga des Aventuriers de la Mer se passe entre les 2 premières intégrales et les autres intégrales de l'Assassin Royal. Donc c'est vraiment une saga qui s'intercale dans la plus grande, j'ai envie de dire saga de l'Assassin Royal. Et on va suivre alors là j'ai plus aucune idée des prénoms. Et donc on va suivre une jeune femme qui est une fille de riches marchands et marins. Ça se passe dans la ville de Terrilville, et cette ville de Terrilville est pas une île mais une ville portuaire où des grandes familles de marins possèdent des vives-nefs. Et ces vives-nefs sont des bateaux magiques avec du bois sorcier, ça s'appelle, qui sont presque vivants. En gros c'est des bateaux qui reconnaissent leurs propriétaires. Et par exemple, quand on touche ce bateau, on peut ressentir un peu ses émotions, on peut presque lui parler. Et le bateau prend vraiment vie, il y a une figure, vous savez, ces grandes sirènes sur la proue, ou la poupe, à l'avant du bateau. Ces grandes sirènes sur les vives-nefs, en fait, se réveillent au bout de 3 générations. Une fois que 3 propriétaires sont morts sur le plancher de ce bateau, la figure de proue prend vie. On va assister dans ce premier tome à l'éveil d'une vive-nef. C'était vraiment sympa, c'était chouette, j'ai bien aimé. J'ai quelques reproches à faire à cette saga que j'avais pas forcément senti avec l'Assassin Royal, c'est qu'on est vraiment dans une saga très manichéenne, où on voit tout de suite les gentils et les méchants qui vont s'affronter tout du long. On m'a dit que justement ce premier tome n'était pas le meilleur du fait de ce manichéisme qui n'intervient pas, ou en tout cas qui évolue dans les prochains tomes. Je crois que la saga est en 9 tomes. Voilà, moi ça m'a gêné, et c'est ce qui me gêne souvent dans la fantasy, c'est vraiment ce côté gentil contre méchant. Là, il est un peu atténué parce que c'est un roman choral où on va suivre plusieurs personnages en fonction des chapitres. Et il y a un pirate qui vit dans la ville des pirates, qui est pas très loin de cette grande ville de Terrilville, et qui on sent que lui, il est plutôt du côté des méchants du fait que c'est un pirate et qu'il s'attaque à d'autres navires. Mais on sent qu'il y a un petit côté... j'ai envie de plus, j'ai pas envie d'être juste le méchant dans l'histoire. Et ça m'a plu parce que ça permet de nuancer ce côté bien contre le mal. Et c'est assez classique et assez introductif. Dans ce premier tome, il se passe pas grand chose parce que on pose vraiment les bases de ces grandes familles. Donc on est un peu dans des enjeux politiques entre les familles qui sont esclavagistes, les familles qui sont non esclavagistes, les familles qui ont le pouvoir et qui veulent le garder et qui risquent de le perdre. Donc voilà, on est vraiment dans une introduction de grande saga, une introduction de personnages, une introduction de l'univers, parce que même si ça se passe dans l'univers de l'Assassin Royal se passe dans les terres, et là on est vraiment sur les côtes, donc c'est vraiment des nouveaux enjeux politiques, des nouvelles quêtes, des nouvelles aventures. Ça n'a, pour l'instant j'ai vu d'ailleurs aucun lien entre les 2 sagas, que ce soit sur les personnages ou l'univers, mais on m'a dit que ça arrivait bien plus tard dans l'histoire, donc à voir.
En tout cas, c'était sympa, ça se lit très très bien, c'est toujours aussi beau avec Robin Hobb. Moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup dans l'Assassin Royal, c'est que bah, voilà, les descriptions sont jolies. Quand on était dans les terres avec Fitz et qu'on voyait la neige, les montagnes, les grandes envolées chevaleresques à dos de chevaux, bah là, on sent l'embrun, on sent la marée haute, la marée basse, les navires qui viennent et qui partent, on sent l'effervescence sur le port, les odeurs de marins qui puent, les combats dans les tavernes, les bières qui s'entrechoquent, enfin voilà. C'est toujours très immersif avec la fantaisie de Robin Hobb, et ce que j'avais retrouvé et ce que j'avais aimé dans l'Assassin Royal, je le retrouve dans les Aventuriers de la Mer. J'ai quand même quelques réticences qui m'empêchent pas de continuer la saga. J'ai déjà les 3 premiers tomes, mais je pense que je vais aller au bout, c'est presque sûr même, enfin c'est sûr que je vais continuer. Mais voilà, un côté bien contre le mal qui m'a un peu déplu, et peut-être un côté un peu trop young adulte. On est un peu... J'ai trouvé que ça manquait un peu de maturité par rapport à l'Assassin Royal. Après, peut-être que moi je garde un souvenir de l'Assassin Royal, de la globalité des 6 premiers tomes, étant donné que j'ai enchaîné le 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai un souvenir qui est général par rapport à cette saga pour l'instant. J'ai pas forcément en tête ce que j'avais pensé quand j'ai lu juste le premier tome. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai ce ressenti-là, c'est parce que j'ai lu qu'un tome 1 sur une saga de 9, donc c'est peut-être normal que bah, y a quelques défauts pour l'instant. Alors que bah, l'Assassin Royal, j'ai les 6 tomes et l'histoire avec un début, une fin et tout ce qui se passe entre les deux qui m'avait beaucoup plu. Donc je vais poursuivre et je donnerai un avis plus complet quand j'aurai terminé la saga. Et enfin, j'ai lu dans le cadre de Mars au féminin, Les femmes sont occupées de Samira El Hayashi. Et encore une fois, avec Samira El Hayashi, c'est un coup de cœur. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'avais eu à la rentrée littéraire, je sais pas si vous vous en rappelez, peut-être, peut-être pas, mais ça permet de faire une petite piqûre de rappel, un coup de cœur pour Le ventre des hommes, qui racontait l'histoire d'une femme issue de l'émigration marocaine qu'on avait fait venir en France suite à un défaut de main-d'œuvre, j'ai envie de dire. En fait, dans les mines du Nord, à Lille plus précisément, on avait besoin de main-d'œuvre. On avait fait venir de la main-d'œuvre, je précise, pas chère et qui ne gueulera pas, des mineurs marocains. Et on les avait parqués dans des corons, enfin voilà, et c'est l'histoire de cette génération de Marocains un peu oubliés, cette histoire française oubliée, qui m'avait tant plu et tant touché à la rentrée. Et du coup, j'avais demandé à l'attaché de presse de la maison d'édition, les éditions de l'Aube, de m'envoyer la sortie poche des Femmes sont occupées, car ce roman est disponible en poche. Sauf que bah, la poste s'est gavée, je pense, ou en tout cas s'est fait plaisir avec mon colis. Et donc j'ai demandé à la maison d'édition si gentiment ils pouvaient m'envoyer le format numérique. Et ils l'ont fait, et du coup je le lis maintenant. Je crois qu'il est sorti en novembre en format poche, sinon il est disponible aussi en grand format aux éditions de l'Aube, et en format numérique, car moi je l'ai lu sur ma liseuse. Dans Les Femmes sont occupées, on va suivre une jeune héroïne, une héroïne du quotidien, une héroïne de tous les jours, qui, au tout début du roman, se sépare de son conjoint. Je ne pense pas qu'ils sont mariés. Si, ils sont mariés parce qu'il est question de divorce. Qui se sépare de son mari avec lequel elle avait eu un enfant, qu'on appellera Petite Chose tout au long du roman. Et puis bah, on va être plongé dans ce quotidien de cette jeune femme célibataire. Et moi ça m'a touché. Ça m'a touché parce que le roman est écrit à la seconde personne du singulier. C'est un tu qui interroge, un tu qui agresse un peu parfois, parce que c'est cette jeune femme qui se retrouve seule, désœuvrée un peu, parce qu'elle est en train de faire sa thèse, elle n'a pas fini ses études, en même temps elle travaille dans le milieu du spectacle vivant. Donc voilà, elle n'a pas le temps de s'apprêter, elle n'a pas le temps de faire à manger, de changer les couches lavables de son enfant, ou de lui acheter des jouets en bois, ou quoi que ce soit. Et elle se parle à elle-même parce qu'elle n'a pas le temps de voir ses amis. Il y a une mouche chez moi, vous y croirez à celle-là? On est au mois de mars, quoi. Et donc elle s'adresse à elle-même, elle se parle à elle-même avec ce tu, elle dit tu essayes, tu arrives, tu échoues, tu te bats, tu te rends compte que la vie est absurde, et c'était vachement fort. Alors c'est en très peu de pages, je pense que le roman fait moins de 200 pages, comme une déclaration d'amour pour elle-même. Elle se dit que, elle se rend compte que finalement, bah, elle essaye, et que même si on a envie de lui dire qu'elle n'y arrive pas, que la société fait tout pour qu'elle n'y arrive pas, elle va y arriver. Alors elle se décourage parfois, elle trébuche, elle ne fait pas ce qu'elle voudrait faire, elle ne fait pas ce qu'on attend d'elle, mais elle le fait quand même, et c'était génial. Je vous dis, c'est une plongée dans le quotidien de toutes ces femmes qui se battent, et pas seulement les femmes qui sont célibataires, parce qu'elle a cette belle formulation qui dit « J'écris aussi ce roman pour ces femmes qui sont célibataires et en couple », c'est-à-dire tous ces couples où toute la charge mentale du foyer, des enfants, de l'organisation repose sur la femme. C'est donc à mon avis un magnifique hommage à toutes ces femmes seules ou seules en couple. J'ai parlé très peu du roman, je ne sais pas quoi vous en dire de plus, parce que
C'est juste un roman qu'il faut lire pour se rendre compte de tout ce que ces femmes ont à affronter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux dire aussi que c'est un roman qui est plein d'humour malgré tout, même si c'est un sujet qui est assez grave et en même temps qu'on a entendu un peu plus parler ces derniers temps. Elle n'hésite pas à insuffler de l'humour parce que on se rend compte parmi les situations qu'elle vit, parce qu'on est vraiment dans son quotidien, hein, donc de femmes célibataires et de femmes tout court parfois, parce que c'est pas uniquement une question de maternité. Je veux dire, moi j'ai pas d'enfant, je suis ni une femme et je n'ai pas d'enfant, et pourtant, mon téléphone qui s'allume, je ne suis pas une femme et je n'ai pas d'enfant, et pourtant, je vais pas dire que je me suis senti visée, mais j'ai senti ce qu'elle voulait dire, j'ai senti ses mots, j'ai senti son amertume parfois par rapport aux situations de la vie. Le roman est entrecoupé de quelques petites scénettes de théâtre, une page ou deux, hein. Si vous n'êtes pas fan de théâtre ou quoi que ce soit, ne vous rebutez pas à cause de ça. C'est intégré au roman et ça fait sens, et en plus c'est drôle, c'est délicieusement drôle. On est avec une femme qui appelle des bureaux d'administration totalement fictifs et imaginaires, mais qui montrent toute l'absurdité que peut avoir la société française. Si vous vous sentez concerné par ce que je viens d'énoncer, par exemple sur le quotidien de ces femmes seules ou ces femmes seules en couple, lisez le roman peut-être pour vous sentir moins seul, pour voir comment Samira Al-Ayachi, elle aborde certains problèmes, comment elle fait vivre à cette héroïne toutes ces épreuves qu'elle doit endurer. C'est pas misérabiliste pour autant, je vous dis, le côté humour et sensibilité permet de dédramatiser parfois les situations, et voilà. Encore une fois, avec moi, Samira Al-Ayachi, ça marche. Ce que j'aime bien avec Samira Al-Ayachi, c'est que là, pour la deuxième fois, j'ai lu que 2 romans d'elle, je crois qu'elle en a écrit 4 au total, c'est qu'elle prend la parole pour quelqu'un qui ne peut pas la voir, et c'est déjà un argument que j'ai soulevé avec Laurent Mauvigné, qui donne la parole à ces personnes qui ne l'ont pas prise ou qui ne peuvent pas la prendre. Et là, Samira Al-Ayachi, c'est pareil. En fait, c'est des sujets qui sont tellement invisibilisés. L'histoire des mineurs marocains, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, qu'on ne connaît pas. Moi, si j'avais pas lu ce bouquin, si j'avais pas vu ce bouquin, j'aurais jamais été mis au courant de ce pan de l'histoire française qui pourtant est important. Et pour les femmes seules, les femmes occupées, ça par contre, j'en ai entendu parler, mais c'est ces femmes à qui on ne donne jamais la parole, ou qu'on prend pour acquis tout ce qu'elles font alors que ça ne l'est pas forcément. Et avec ce tu, elle s'adresse à elle-même, l'héroïne, mais en même temps elle s'adresse à nous, parce que c'est un cri du cœur et ça permet d'interpeller. C'est vraiment un tu qui interpelle et qui permet de nous réveiller parfois de notre léthargie, ou peut-être aussi retirer nos œillères qui font qu'on ne voit pas certaines situations de détresse dans notre quotidien, autour de nous, tous les jours. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour un vlog, parce que j'en ai entamé un où j'ai lu 2 bouquins et je vais commencer le 3e, donc ça devrait le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Si vous avez envie d'échanger, vous pouvez commenter. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.